Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on va travailler sur les acides aminés, les peptides et les protéines. Donc on va partir de l'acide aminé, sa structure, on va faire les différents classements, on va voir comment ça fonctionne, tout ça, les différents rôles. Bien sûr derrière on ira voir comment ça se construit ensemble, les liaisons peptidiques, donc pour faire des peptides. Qu'est-ce que des peptides d'ailleurs? Qu'est-ce que des polypeptides? Puis ensuite bien sûr on ira voir les fameuses protéines, parce que ça c'est super important. Alors pour les acides aminés, on va commencer toujours, quand vous révisez, commencez toujours par structurer votre révision du plus grand au plus petit. Les cours des profs ne sont pas forcément hyper bien structurés. Vous devez d'abord commencer par la base, qui est en fait la liste des acides aminés. On va commencer par ça. Alors la liste des acides aminés, on me pose toujours la question, concrètement, est-ce qu'il faut que j'apprenne les 20 acides aminés? Bon, bien sûr, vous connaissez cette réponse. La réponse, c'est oui. Ensuite, on me pose une autre question. Est-ce que je dois connaître les différents types de nomenclature? C'est-à-dire acide glutamique, c'est une nomenclature. Le petit glu, avec les 3 lettres, est-ce que c'est une nomenclature que je dois connaître? Et le petit E qui est derrière, est-ce que je dois le connaître? La réponse, c'est oui. Oui, vous devez le connaître, c'est évident, d'accord? Alors on me dit, mais ok, très bien, mais comment je fais pour les apprendre? Comment je fais pour apprendre les 20 acides aminés avec ces différentes nomenclatures? Alors, je vais vous montrer. On va faire ça en screen, comme ça, c'est très simple. Il n'y a pas de fin de technique, d'accord? Il y a des petits trucs qui font peur, mais il y en a qui vont rapidement. Alors, je vais commencer par l'alaline, parce que l'alaline, c'est quand même le truc le plus simple, d'accord? Donc l'alaline, en fait, vous avez ALA, donc là, pas de problème, et puis vous avez le A. Donc là, c'est le premier que vous allez apprendre plus facilement. Alanine, ALA, A, c'est très bien. Arginine. Arginine, ça fait arg, pas de problème. On a le R de arginine qui fait R, qu'aucun souci, on va le retenir facilement. Ensuite, on a asparagine, donc pas de problème. On a le N de asparagine, SN, et puis le N. Pas de problème. Celui-là, on le retient assez facilement. Cystéine, 6, C, pas de problème. Glutamine, là, il y a un problème. Il y a un Q. Alors, je vais noter tous ceux qui sont un peu bizarres. Donc, il y a le glutamine, d'accord, avec le Q. On a les deux premiers, je ne l'ai pas dit forcément, mais l'acide glutamique, on a le glu, pas de problème. Mais on a le E qui ne va pas du tout. Et on a l'acide aspartique, ast, ça va, mais on a le D qui ne va pas du tout. Ok. Ensuite, on a la glycine. La glycine, c'est gly, c'est G, pas de problème. Histidine, c'est is, c'est H, pas de problème. Isoleucine, c'est il, I, pas de problème. Leucine, c'est le, L, pas de problème. Vous voyez comment on fait un petit peu, petit à petit. Lysine, lys, le K, il pose problème, il n'est pas très normal. Hop, voilà, on le met de côté. Méthionine, meth, M. Phénylalanine, F, F, pas de problème. Proline, P, pas de problème. Sérine, ser, S. Tréonine, T, pas de problème. Tryptophane, trypt, W, ça va pas. C'est pas terrible. Tyrosine, tyr, Y. Le Y, ça va parce que le Y, c'est le grec de tyrosine. Et valine, V. Voilà. Donc finalement, dans ces 20 acides aminés, dans les nomenclatures, il y en a 5 qui me posent réellement un problème technique. Alors les questions que vous pouvez avoir, bien sûr, c'est on vous donne Y, et tout de suite, vous devez assimiler, et quel acide aminé c'est derrière. Donc je vous conseille, c'est un truc extrêmement simple, vous faites 1, 2, 3 ou 4 exemples par jour. Vous les faites sur un bout de papier, sur votre cahier à erreurs, sur votre calepin, vous faites comme vous voulez sur votre tableau blanc. Vous écrivez, aujourd'hui je vais me faire 4 acides aminés avec différentes nomenclatures et je dois les compléter. Tous les jours jusqu'au concours, vous faites ça. Ça vous prend 1 minute top chrono et vous apprenez vos acides aminés sans faire d'effort. Vous avez compris? C'est ça le but du jeu. Vous devez trouver chaque jour des temps très précis pour faire ça et gagner du temps. Ok? Alors chaque acide aminé, comme son nom l'indique, il y a une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Jusque-là, pas de problème, on a compris. Donc là, on a une fonction qu'on dit amine. D'accord? Et là, on a une fonction acide carboxylique. Et puis, on a un radical R. Ce radical R, il va donner en fait la fonction, le rôle pour chaque acide aminé, donc des propriétés physiques et chimiques, d'accord, propre à chaque acide aminé. Donc ça veut dire que concrètement, vous devez bien sûr apprendre les radicaux par cœur. Alors on me pose toujours cette question, est-ce que je dois apprendre les molécules par cœur? La réponse est oui, mais la réponse c'est pas forcément apprendre par cœur bêtement. C'est plus comprendre les structures et comparer différents acides aminés entre eux pour en fait anticiper les questions que le prof va vous poser, parce que c'est le but du jeu, d'accord? Je vous le dis. Il existe actuellement plus de 300 acides aminés. Plus de 300 acides aminés qui existent. Par contre, il y en a 22.
22 acides aminés qui ont un intérêt physiologique. Mais, encore là-dedans, il faudra en enlever 2. Alors, je vais enlever en fait 2 acides aminés qui sont en fait la citrulline, d'accord, et l'ornithine. Et en fait, on va en garder que 20. On garde que 20 acides aminés. Pourquoi? Parce que les 20 acides aminés que je vais vous parler, c'est les seuls qui sont codés par le génome des organismes vivants. D'accord? Et donc voilà, ça, clairement, ça fait un piège de QCM, très simple, mais vous tombez tous dedans chaque année. C'est quand même con. Les acides aminés, à quoi servent-ils? Hein? Eh bien, première chose, vous le savez, c'est un rôle bien sûr de structure, puisque les acides aminés vont créer un enchaînement d'acides aminés, ce qui va créer des peptides. Et ensuite, on va avoir des protéines qui vont être structurées, donc c'est-à-dire primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, on les verra tout à l'heure. Et donc du coup, ça a un rôle important dans la structure, ça va avoir un rôle dans le métabolisme, bien entendu, c'est évident. C'est-à-dire, métabolisme, on va parler par exemple de transport. Transport de quoi? Notamment transport d'azote. Alors, il faut connaître les acides aminés, hein, par exemple, qui transportent l'azote. Je vous en donne quelques-uns, vous avez l'alanine, à connaître, et la glutamine. Voilà, ils sont des transporteurs d'azote. Vous avez également un intérêt dans le cycle de l'urée, un truc qu'on verra un petit peu plus tard dans un autre stream court. Là, on va bien sûr parler de l'ornithine et de la citrulline. Voilà. Ensuite, ça peut être utile aussi dans la partie énergétique, hein, ça donne bien sûr beaucoup d'énergie. Donc un aspect énergétique. Donc là, on va trouver par exemple donc, la lanine, un exemple. On peut trouver la sérine, on peut trouver la cystéine. Voilà. Donc tout ça vont donner un apport important d'énergie. Ça peut être utilisé dans la, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. La néoglucogénèse. C'est glucogénèse. Et ben ça peut être la lanine par exemple. Donc la lanine intervient très souvent, donc c'est plutôt pratique. Et ça peut aussi intervenir en tant que médiateur chimique. Voilà, médiateur chimique ou même neurotransmetteur. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de, choses. Hein. On parle bien sûr de l'acide glutamique et de l'acide aspartique, qui est un neuromédiateur excitateur du système nerveux central. On a la glycine qui joue également le rôle de neuromédiateur inhibiteur au niveau de la moelle épinière. Voilà. Par la suite, on va bien sûr avoir le GABA, qui est un dérivé du glutamate, qui est un inhibiteur au niveau du système nerveux central, donc qui permet de diminuer en fait la vigilance, la veille. Voilà. Et inversement proportionnel, si on a trop de GABA, d'accord, ça va donner trop d'infos, pas assez d'excitation, etc. Okay, les acides aminés, QCM, ça, je vous le dis, c'est tout de suite QCM, elles ne sont pas stockées. Okay, il n'y a pas de stockage des acides aminés. C'est-à-dire qu'en fait, on va les apporter soit de façon exogène, soit les créer de façon endogène. Okay, donc principalement, eh ben, on va les apporter d'un point de vue exogène. Et pour cela, on a besoin de quoi, hein? Pour faire un apport extérieur, on a besoin, bien sûr, d'intégrer dans l'alimentation des protéines. Donc on a deux grands types de protéines. Hein. On a les protéines végétales et les protéines animales. D'accord? Donc végétales et animales. Ok, donc c'est deux grands types de protéines, d'apport en tout cas en nutriments pour pouvoir avoir des protéines. Alors comment ça marche, hein? Vous avez des protéines, on le verra un petit peu plus tard. Les protéines ensuite elles sont lysées, ça permet de créer des acides aminés, des structures, puis après on refait l'inverse. On prend ces acides aminés, on recrée en fait toute une protéine avec. Ok. Alors le seul acide aminé qui n'est pas chiral, c'est bien entendu la glycine, qui est l'acide aminé le plus simple. On reverra bien sûr les structures juste après. Juste avant de vous travailler sur les structures, on va travailler sur les différentes formes et je vais vous donner une nomenclature. On va en apprendre plein ce soir, donc du coup il y a plein de manières d'apprendre les acides aminés. Ça va dépendre aussi de vos profs. Si vos profs ils vous donnent une classification particulière, apprenez celle-là. Si maintenant on vous laisse dans la nature, bah, n'hésitez pas à prendre plusieurs classifications pour vous faire votre propre façon d'apprendre, d'accord? Ok. Donc ça c'est super important. Donc ça veut dire, si on a une notion de chiralité, ça veut dire qu'il y a deux formes. On a une forme qu'on dit lévogyre, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, le groupement amine va tourner à gauche, d'accord? Et dextrogyre, ça veut dire que ça va être à droite, dextrogyre, d'accord? Donc lévogyre, ça tourne à gauche, dextrogyre, ça tourne à droite. Bon, pour retenir, le moyen mnémotechnique est assez simple, dextrogyre, D, droite, et puis le reste, on sait que c'est à gauche, ok?
Donc on va souvent parler de L et D, notamment quand on fera les glucides, les lipides, tout ça, parce que là ça intervient énormément dans la lumière polarisée, tout ça, la polarimétrie, donc je vous embête pas avec ça ce soir, mais sachez que ça existe, ok? Et du coup, question par contre qui arrive très souvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans la nature? Alors on retrouve dans la nature uniquement des L acides aminés. D'accord? On retrouve principalement dans la nature que des L acides aminés, donc des lévogires. D'accord? Donc bien sûr à retenir QCM. Alors ce que je vous proposais, là on va le faire en plusieurs parties, on va aller sur le type de classification. Donc on va voir en fait d'abord, je vous donne la classification, vous pouvez noter sur une feuille, je pense que ça peut vous aider pour apprendre plus facilement. Donc premier type de classification, on va aller sur la chaîne latérale qui va être non polaire. Et là, on va appeler ça des composés de type hydrophobe. Donc, on va avoir à l'intérieur des chaînes qu'on va dire aliphatiques. On va voir ça. Et on regardera aussi les chaînes, bien sûr, aromatiques. Donc, avec des cycles. Ça, c'est la première partie. La deuxième grande partie, on ira voir les chaînes, du coup, latérales polaires. Voilà, donc ça, c'est les composés de type hydrophile. Donc on va avoir à l'intérieur les non chargés. On va bien sûr avoir les chargés positivement et les chargés négativement. Positivement, c'est ce qu'on appellera les acides aminés basiques. Et négativement, ce sera les acides aminés acides. Ok? À savoir que les acides aminés, ce sont tous des molécules amphotères. Ok? Il n'y a pas de fin de technique. Les acides aminés, c'est des molécules amphotères. Vous savez ce que c'est amphotère? C'est quand ça fait à la fois acide et à la fois basique. Okay, donc c'est-à-dire en fait amphiphile. Okay, ça se comporte à la fois comme base et acide, puisqu'il y a un composé amine et un composé acide. C'est logique. Alors les premiers types, c'est les acides aminés essentiels. Comment on fait pour retenir ça? Et ils sont au nombre de combien? Eh bien vous avez en fait 11 acides aminés essentiels. Vous avez 9 acides aminés essentiels pour les adultes et 2 de plus pour les enfants. Donc il y a un moyen mnémotechnique que vous pouvez apprendre, hein. C'est le très lyrique Tristan fait vachement marcher Iseut, quelle histoire! Donc ça va être leucine, tréonine, lysine, tryptophane, phénylalanine, valine, méthionine, isoleucine, histidine. Ça c'est bien sûr les acides aminés essentiels pour les adultes. Et puis pour les enfants, on va mettre en plus argument de glutamine, donc arginine et glutamine. Voilà. Ok? Donc ça c'est un truc que vous devez absolument connaître, ce sont les acides aminés essentiels. Donc, qui veut dire quoi essentiel? Ça veut dire qu'en fait, vous avez absolument besoin d'un apport extérieur. Vous ne pouvez pas synthétiser par vous-même. Piège de QCM, d'accord? Donc, bien retenir ça. Vous devez être capable de vous entraîner une fois par semaine en vous disant, bon allez, je vais rester tous mes acides aminés. 1, vous faites ça. 2, vous allez essayer de savoir quels sont les radicaux. Vous n'êtes pas obligé de dessiner à chaque fois tout l'acide aminé, vous reconnaissez juste la chaîne latérale, d'accord? Et ensuite les petites nomenclatures. C'est comme ça que vous devez faire. En termes de classification, donc on a non polaire, chargé plus, chargé moins, polaire. Comment on fait pour le retenir? Alors, ce qui est non polaire, au lieu d'apprendre bêtement quels sont les acides aminés qu'on trouve à l'intérieur en non polaire, essayez de comprendre en fait qu'est-ce qui rend cette molécule non polaire. Ok, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc on va regarder un petit peu, hein. Alors là je vois qu'il y a la glycine, qu'il y a l'alaline, la valine, la cystéine, la proline, la leucine, la lysoleucine, la méthionine, le tryptophane et la phénylalanine qui sont à l'intérieur considérés comme non polaires. Ça veut dire non polaire, grosso modo non polaire, ça veut dire que derrière, le groupement qui est derrière va pas forcément céder un proton facilement. En gros c'est ça l'idée. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. Eh ben, vous allez voir. C'est pas forcément si compliqué que ça. En fait, si on regarde bien, on a ici un H. Bon, le H, ça donne rien. C'est pas une fonction. Pas de problème, on sait qu'il est non polaire. Alaline, c'est un CH3. CH3, c'est une chaîne carbonée, c'est pas de polaire. La valine, c'est pareil. La cystéine, on a SH. C'est potentiellement légèrement polaire. Ok, mais c'est pas assez polaire pour être dedans. Ensuite, on a la proline qui forme un coude, donc finalement, celle-ci ne peut pas du tout être polaire. La leucine, c'est aussi une chaîne carbonée, c'est non polaire. L'isoleucine également. La méthionine, on finit par un CH3, donc c'est non polaire.
L'indole, on n'a pas de groupement OH en gros qui pourrait donner un côté polaire, donc c'est non polaire. Et la phénylalanine, il n'y a pas de polarité derrière, on n'a qu'un groupement aromatique, donc ça sert à rien, d'accord? Donc c'est que non polaire. C'est comme ça qu'on retient. Et ben, je vous prends maintenant à comparaison avec le côté polaire, et vous allez voir que vous n'avez plus besoin de les apprendre bêtement. C'est assez simple maintenant à retenir. La sérine, ça finit par un OH, la thréonine, ça finit par un OH, la tyrosine, ça finit par un OH, l'asparagine, c'est NH2CO, et glutamine, c'est NH2CO. Et voilà, vous savez maintenant quels sont les acides aminés polaires. Donc si vous apprenez pas les non polaires, vous pouvez en déduire. Ensuite, il reste ceux qui sont plus et ceux qui sont moins. Alors, pareil, hein, ceux qui sont plus, on va retrouver la lysine, donc on va avoir à la fin NH3+. Dans l'arginine, on va trouver un NH2+. Dans l'histidine, on va trouver un NH+. Donc, lorsque c'est chargé plus, c'est des groupements amines positifs. Ok ? Et dans les chargés négatifs, on va trouver l'acide aspartique, donc COO-, et glutamate, COO-, donc chargé moins. Donc finalement, c'est assez facile à retenir. Ok ? Alors, dans l'acide aspartique, on a plusieurs choses à mettre en œuvre. On a le premier pKa qui est à 2,2. On a le pKb qui est à 9,8. On va avoir le pKr qui est à 3,9. Le pKa, c'est pour le COO-. Le pKb, c'est pour le NH3+. Le pKr, c'est pour le COOR, mais du radical. Voilà. Ok, j'aime pas juste quand je surligne et que c'est moche. Je vais réécrire. C'est pour vous en replay. Hein. Sinon, vous allez me huer dans les commentaires. Quoique, à la limite, ça fait des commentaires. Je vais laisser la barre, finalement. Ok. Alors, question. Question, comment je fais pour déterminer le point isoélectrique de non-acide aspartique? Voilà. Ça, c'est la question typique que je peux avoir. Alors, première chose, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une échelle de pH. Donc, on va commencer par une échelle de pH. Dans cette échelle de pH, on va mettre les ordres croissants. Donc, on a 2,2, puis 3,9, puis je vais mettre 9,8, et je vais identifier les différentes structures. Donc ici, c'est le COO- de notre carbone asymétrique. Je mets un petit astérix. Le NH3+, de mon carbone asymétrique, et le COO- du radical. D'accord ? Il faut déjà retenir ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va regarder, une fois qu'on a fait ça, les différents types de formes, on va rajouter des charges. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau. Je vous explique. Ça fait COOH, COO-. D'accord ? Ça, c'est pour le premier. Ça veut dire que si on réfléchit pour les autres, et ben finalement, la forme acide existe dans tous les cas. Donc ça fait RCOOH, et ça fait NH3+. D'accord ? Donc en fait, on va compter ensuite le nombre de plus qu'il y a dans cette case de gauche. Donc là, on remarque en fait qu'il y a NH3+. Ok ? Donc on a plus 1. Le deuxième, quand on passe en fait du pKa 2,2 de là à là, on a un COO- qui apparaît. Mais on a toujours RCOOH, d'accord ? Et on a toujours NH3+. Donc COO- et NH3+ s'annulent, ça fait un point, une charge de neutre, ok, à 0. Et ensuite on continue en fait, ok. Si on a un pH qui va être au-delà de ça, et ben finalement ça vous fait COO-, ça ne change pas. Ensuite, 3,9 c'était par rapport à COOH mais du radical. Donc finalement ça vous fait RCOO-, et là ça fait NH3+. Donc là on compte le nombre de moins, ED+, on remarque ici ça fait moins 1. Et au final, on va avoir à 9,8, on passe du NH3+, donc là ça fait toujours COO-, RCOO- et NH2. Ok, NH2, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus, c'est NH2. Et donc là, on est sur du moins 2. Donc je vais vous entourer ça pour que vous compreniez bien. Ici, c'est le premier pK. Ici, c'est le deuxième pK. Et ici, c'est le troisième pK. Ok. Voilà comment on fait pour déterminer la charge globale. D'accord. Et donc, quel est le zwitterion? Ok, c'est le mot-clé qui arrive derrière.
Le zwitterion, c'est lorsqu'on a à la fois plus et moins, c'est-à-dire une charge neutre. Le zwitterion, c'est celui-là. Le calcul du point isoélectrique, c'est de prendre le pKa1 et le pKa2, donc je vais mettre le pKb, sur 2. Donc, il suffit de prendre en fait les deux pK qui sont autour du pH, donc 2,2 et 3,9. Donc 2,2 plus 3,9 sur 2, d'accord? Donc ça, vous savez maintenant faire des calculs de tête, en tout cas j'espère. Ça vous fait 5, ça vous fait 6,1, 6,1 sur 2, 3,05. Ok, voilà comment on calcule le point isoélectrique. Ça va le calcul mental de tête sans utiliser calculatrice? Ok. Est-ce que vous avez compris le concept du point isoélectrique? Ça va? Alors, je vous mets une petite image en fait pour vous montrer comment on fait une liaison peptidique. C'est pas quelque chose de hyper compliqué, mais concrètement, vous avez en fait le COOH d'un premier acide aminé qui va se lier à groupement amine du second acide aminé. Et ça vous fait une liaison peptidique qu'on dit une liaison amide en fait. Hein. Donc c'est CONH, d'accord? Il n'y a rien de technique, de compliqué là-dessus. Et la seule chose qu'il faut retenir, c'est que derrière, vous avez en fait ce qu'on appelle une déshydratation, d'accord? Puisqu'on va perdre une molécule d'H2O, piège de QCM. Admettons, vous avez un QCM qui dit, voilà, lorsqu'on crée une liaison peptidique, on va libérer du CO2. Vrai ou faux? La réponse c'est faux. C'est du H2O, d'accord? Donc une liaison peptidique, ça vous permet de lier deux acides aminés. C'est ce qu'on appellera du coup un dipeptide. D'accord? Donc là, normalement, ça va. Un peptide, important, ce sera toujours des structures primaires. Ok? Un dipeptide, c'est une structure qui est primaire. Ok? Donc, on va voir plusieurs termes. On a le mot peptide. On a le mot dipeptide, tripeptide. On va avoir le mot aussi oligopeptide. Oligopeptide, en général, on va considérer comme oligopeptide jusqu'à 10 acides aminés. D'accord? Et ensuite, on a polypeptide, qui va être de 10 à 100 acides aminés. Et au-delà de 100 acides aminés, on appellera ça du coup des protéines. D'accord? Au-delà de 100 acides aminés. Et forcément, quand on parle de protéines, on va acquérir une structure secondaire, soit tertiaire, soit quaternaire. D'accord? Donc c'est des choses bien sûr qui sont à maîtriser. La structure primaire, c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés. Ensuite les structures secondaires, c'est-à-dire vous aurez à la fois, quand ça va commencer à faire des hélices, puis ensuite des feuillets, etc. Structure tertiaire, donc en tridimension. Et quaternaire, donc là c'est en fait un ensemble de complexes qui vont venir s'agglomérer ensemble, comme par exemple l'hémoglobine. Voilà, ok? À connaître bien sûr par cœur. Jusque-là, je pense que ça va. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut, dans les questions qu'on peut vous poser au concours, c'est à quel stade on peut avoir des protéines qui acquièrent telle ou telle structure. D'accord? Donc, ce que vous pouvez retenir là aujourd'hui, c'est qu'en gros, dans une structure primaire, c'est uniquement un enchaînement linéaire. D'accord? Donc, c'est un enchaînement qui est linéaire d'acides aminés. Dans les structures secondaires, on va retrouver des feuillets et des hélices. D'accord? Principalement. On va regarder après en détail. Donc feuillet, hélice. Dans les structures tertiaires, on va retrouver un repliement encore plus puissant. Et en fait, on va retrouver des radicaux hydrophiles, puis radicaux hydrophobes, donc hydrophiles en surface, hydrophobes à l'intérieur, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre en fait de créer quelque chose qui va être un peu plus puissant. Ça va vous donner des hélices de type alpha, des portions avec des feuillets bêta, etc., etc. Et après, derrière, on peut avoir des structures quaternaires, et souvent dans des structures quaternaires, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez des types de liaisons à connaître. Vous avez les liaisons de type hydrogène, vous aurez les ponts disulfure, les effets hydrophobes, les liaisons ioniques, tout ça vont participer à la structure quaternaire, d'accord? Donc il faudra faire la différence dans les QCM sur le concept des liaisons covalentes et des liaisons hydrogènes, d'accord? Voilà. Et après, d'autres questions peuvent apparaître. Par rapport aux structures quaternaires, quels sont les acides aminés qui peuvent créer des liaisons ioniques, qui peuvent créer des liaisons hydrogènes, qui peuvent créer un effet hydrophobe, qui peuvent créer des ponts disulfure. Il faut donc les connaître, d'accord? Si vous avez en tête le mot méthionine, cystéine, on sait qu'il y a du soufre dedans, ça fait des ponts disulfure, vous avez tout compris,
D'accord? C'est ça que vous devez retenir. C'est quels sont les acides aminés qui vont favoriser telle ou telle structure. Et une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille. Et puis il y a la proline qui permet de créer des coudes. D'accord? Donc à bien connaître. Ça va?